bonjour Philippe. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, Gwendoline, bonjour. Et Bonjour Mégane, Philippe. bonjour Mégane et bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. On t'entend très bien, Philippe. Bon, c'est parfait. Alors, merci de m'inviter pour vous présenter le métier que je pratique depuis toujours, c'est-à-dire ça fait maintenant depuis plus de 40 ans. Un métier passion. Oui, il faut être... oui, effectivement. Alors. Merci beaucoup Philippe, et puis merci de la part aussi de nos plus de 1000 collégiens connectés qui vont pouvoir bénéficier de ton retour sur ces métiers de la joaillerie. Du coup, déjà, on va commencer par te poser la question sur quel est ton métier, quel est ton poste en fait au sein de Dior. Alors, mon poste au sein de Dior, en fait, j'ai créé cette activité de joaillerie dite précieuse dans cette maison de couture. Christian Dior Couture fabriquait depuis toujours, depuis la création de l'entreprise, des bijoux fantaisie, des bijoux qu'on appelle couture, qu'on appelle en anglais costume jewelry. Et ceci pour accompagner, en fait, pour parer les mannequins sur les vêtements de haute couture. Donc, en fait, il y a eu l'envie, le besoin et l'ambition de créer cette activité joaillerie précieuse, ce qui n'était pas tout à fait évident parce que créer comment dirais-je, la joaillerie, ce ne sont pas des choses qui se font dans les mêmes rythmes que pour la couture. Vous imaginez qu'il y a à peu près 5 collections, quelquefois 6 collections de couture par an dans une maison de couture. Pour la joaillerie, on a besoin de temps. Et en fait, tout est différent. On a besoin de fournisseurs spécialisés, de vendeurs spécialisés. Il y a des problèmes de sécurité à mettre au point, etc. Donc voilà, alors aujourd'hui, parce que du coup, juste pour revenir là-dessus, effectivement, pour le repréciser à nos élèves, en fait, c'est ça, Dior à la base est une maison de couture. Oui. Et toi, tu as créé du coup un nouveau pôle d'activité en fait chez Dior. Tu es à l'origine de toute la partie joaillerie. Donc, c'est super intéressant de créer une nouvelle activité et de découvrir un nouveau secteur de cette manière-là. Et du coup, pardon Philippe, j'ai une question. Quand tu disais que la collection de la joaillerie était différente par rapport aux vêtements, ça veut dire qu'il y a une collection par an de bijoux ou pas du tout de joaillerie? Non, il y a plusieurs collections par an. Il y a généralement une collection de haute joaillerie, c'est-à-dire des pièces qui sont uniques et assez chères, et sur lesquelles il y a une visibilité évidemment privilégiée, mais il y a des collections qui viennent s'intercaler entre ces collections de joaillerie. Ce que je voulais vous dire également, c'est que effectivement, j'étais à l'origine de cette création, mais je n'étais pas seul parce que pour créer une collection, on fait un directeur artistique. Et c'est une personne qui s'appelle Victoire de Castellane, peut-être avez-vous déjà entendu son nom, avec qui nous avons démarré cette activité. En fait, nous avons démarré l'activité avec cette personne, Victoire de Castellane, une styliste et moi-même. Voilà, chacun dans elle pour la création, moi pour la réalisation de ces créations. Oui, il faut une équipe en fait pour créer une activité de ce type-là. Et puis c'est vrai que c'est toujours en plus plus riche de créer une activité à plusieurs, d'avoir les expertises de chacun. Et du coup, Philippe, je vois qu'on a une première question parce qu'on a fait un peu de teasing avec les élèves. Oui, exactement, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est les élèves du collège Saint-Exupéry qui nous demandent c'est quoi la joaillerie et c'est quoi la différence avec la bijouterie? Oui, ce serait peut-être bien de placer cette différence avant de commencer. Alors, je peux même faire un retour en arrière puisque ces deux activités sont issues de ce qu'on appelle l'orfèvrerie. Et l'orfèvrerie, c'est l'art de fabriquer des bijoux avec des métaux précieux et éventuellement des pierres précieuses. L'orfèvrerie, quand on regarde en arrière, elle était destinée pour
parer comment dirais-je, les rois, les reines, enfin les puissants, et également pour enrichir l'Église. Hein, voilà. Donc nous venons de là. Nous venons de là. Et la différence entre la joaillerie et la bijouterie, d'une façon générale, et c'est une différence qu'on ne fait qu'en France, puisqu'il n'y a qu'un seul terme en anglais, c'est jewelry. La différence, c'est que la bijouterie est une fabrication sans pierre. Hein, et la joaillerie, c'est l'art de mettre en valeur les pierres, même en faisant pratiquement disparaître le métal tout autour des pierres. Voilà la différence. Hein. Ce qu'on appelle un joyau, c'est ce que l'on voit en premier, ce sont des pierres précieuses. Oui, toi, ton rôle, c'est de magnifier, mettre en valeur la pierre précieuse sur ces bijoux. Et finalement, oui, c'est le détail du bijou. Oui, oui, en fait, c'est pas tant mettre l'accent sur les pierres précieuses, c'est surtout de dessiner, de créer on va dire un objet qui a un dessin un très beau dessin, très attractif. Et effectivement, on le magnifie, on le sublime en mettant des pierres de couleur, des diamants, toutes sortes de pierres qui font que tout cela joue, tout cela brille. Hein. C'est vrai. Et c'est très intéressant ce que tu nous as dit aussi sur cette activité qui est en fait historique. Et c'est vrai que quand on va voir des expositions d'histoire, les bijoux, la joaillerie occupe souvent une place assez prépondérante en fait dans les expositions sur les époques et puis on peut voir l'évolution aussi de la joaillerie et même de la mode en termes de vêtements. Voilà. Et ça se suit, c'est assez intéressant. Oui, c'est vrai qu'on dit que la joaillerie française, les prémices de la joaillerie, des pièces de joaillerie, ça, datent finalement du XVIIIe, que finalement Louis XIV, qui a développé les beaux-arts en quelque sorte et les arts décoratifs, c'est lui qui a en quelque sorte créé les premiers bijoux, les premières pièces de joaillerie en France. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que nous sommes encore sous l'influence stylistique et culturelle de cette histoire. Hein. Tout au long du XVIIIe et du XIXe jusqu'à nos jours, il y a une longue continuité dans le style, dans la façon d'appréhender la fabrication. Voilà. Donc, tous les jeunes qui apprennent ce métier doivent également savoir d'où ils viennent, quel est le style particulier et qui fait que la joaillerie française est la première au monde. Eh bien, il ne faut jamais oublier ce que l'histoire de l'art et de l'art de la joaillerie nous a apporté. D'accord, très intéressant. Donc, les élèves à retenir la partie histoire et donc plus précisément histoire de l'art, très importante pour exercer ce métier. Sûr. Et c'est la façon dont on transmet, si vous voulez, de génération en génération ce métier. C'est non seulement des gestes de savoir-faire, mais également tout un style qui est propre à nos maisons. Hein. Et d'ailleurs, il est évident de reconnaître le style de la joaillerie française quand on la compare à ce qu'il se fait en Italie, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et c'est vrai qu'on dit souvent que la joaillerie française est quand même très réputée. Enfin, c'est un peu aussi une marque de fabrique et de reconnaissance mondiale de la France, cette industrie du luxe et plus spécifiquement de la joaillerie. Et justement, on le retrouve dans pas mal de films où quand on parle de Paris, c'est vraiment la mode et les bijoux et la joaillerie et les vêtements. C'est vraiment cet aspect-là. Il est certain que Paris est une capitale culturelle et l'histoire de l'art nous apprend que les artistes sont venus tous du monde entier pour apprendre, pour connaître le style de la même façon qu'ils ont été en Italie. Hein. Alors, on parle de la peinture, de la sculpture, mais c'est aussi vrai pour la joaillerie. Hein. Et justement, Philippe, pour cette production que tu nous expliques et ce que tu as mis en place, comment dans les coulisses ça se passe finalement
cette production de joaillerie et comment ça se met en place, enfin, comment tu as l'idée, tout ce processus et cette nouveauté? Alors, la première chose, pour faire une collection de joaillerie, il faut créer. Et créer, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné à, pour le coup, chez Dior, on a cette directrice artistique qui a le talent d'imaginer des collections, d'imaginer ce que les femmes souhaiteraient porter. Hein. Donc, là, elle est entourée généralement de stylistes qui sont là pour la nourrir aussi et pour formaliser les idées qu'elle peut avoir. Hein. Alors, cette équipe travaille ensemble, hein, mais d'ailleurs, c'est un métier qu'on ne peut pas faire seul dans son coin. C'est un métier de partenariat très important. Alors, une fois que l'idée est là, eh bien, il faut la travailler et il faut la rendre, il faut la travailler en faisant des dessins qui sont même jusqu'à des dessins assez, à la fois assez techniques et esthétiques. On peut également, pour donner un rendu un petit peu plus précis, on peut faire des modelages. Hein. D'ailleurs, c'est ce que font beaucoup dans les studios de style, on fait beaucoup de modelage. Et une fois que la collection se construit comme ça. J'ai une petite question à ce niveau-là, Philippe. Effectivement, déjà, tu nous as montré un exemple de dessin gouaché, hein, c'est bien ça, qui permet de voir à quoi ressemblera le modèle. Et dans les modelages se font avec quelle technique? On a reçu un professionnel de l'impression 3D, par exemple, cette semaine. Je me demande si toi, chez Dior, c'est des techniques aussi qui sont utilisées pour faire le modelage des modèles. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, la fabrication de bijoux, on en retrouve des traces depuis l'Antiquité. Hein. Donc, c'est une fabrication qui est très classique. Il y a une technologie qui date de cette époque-là qui s'appelle la fonte à cire perdue. Hein. Et la fonte à cire perdue, je vais pas vous en parler parce que ça va être trop long, mais c'est une technique qui permet de reproduire à partir d'un modèle qui a été créé à la main, de reproduire en série. Ce modèle est mis dans un moule. Le moule prend l'empreinte de ce modèle, on enlève le modèle et on injecte le métal précieux. Alors, par exemple, on peut imaginer que dans certains pays africains, comment dirais-je, le moule soit fait en bouse de vache et que la cire, c'est de la cire d'abeille. Vous voyez, donc c'est une technologie qui est universelle et qui date de l'Antiquité. Mais à côté de ces techniques très traditionnelles, bien entendu, nous utilisons toutes les techniques qui nous permettent d'aller plus loin, plus vite et avec un meilleur rendu. Donc, tous les ateliers sont équipés effectivement de la technologie à la fois de la CAO, DAO, c'est-à-dire la conception par ordinateur pour créer en 3D un dessin qui serait en 2D, en 2 dimensions. Et on utilise également, à partir de ces logiciels, on utilise l'imprimante 3D, l'imprimante rapide, qui permet de sortir soit des modèles d'intention pour présenter, que l'on peut après gouacher pour donner un effet fini, pour être présenté, soit des modèles qui permettent d'être utilisés directement pour la fonte à cire perdue. Vous voyez, en fait, la joaillerie, comment dirais-je, elle utilise toutes les technologies en fonction des besoins qui s'expriment. Et toutes les innovations sont bonnes à utiliser. Et du coup, Philippe, par rapport à tout ce que tu nous as expliqué, à toutes les étapes et les processus, il y a une question de Lorenzo qui se demande combien, du coup, vous êtes chez Dior pour pouvoir constituer, en fait, toutes ces différentes étapes. Combien, finalement, il y a d'employés dans l'entité de Dior? Alors, précisément dans ton département. Oui. Alors, la valeur ajoutée de notre département, elle est dans la création, dans la conception, la création, la conception et ce qu'on appelle le développement, c'est-à-dire le suivi de la fabrication. Nous travaillons avec des ateliers externes qui sont des ateliers parisiens principalement. Nous avons également pas mal d'ateliers
dans la région lyonnaise, parce qu'elle a aussi une tradition de joaillerie. Mhm. Nous ne fabriquons pas à l'étranger pour la raison, c'est surtout, c'est pas une question de coût, c'est une question de proximité et aussi un peu de confidentialité. Hein. Je dis toujours, on a besoin de savoir où sont nos bébés, et donc c'est très important de savoir et de travailler avec des partenaires avec qui nous avons une relation suivie et sérieuse. Hein. Donc, pour gérer tout ça, sur la partie métier, nous sommes une vingtaine de personnes, parce qu'il y a donc la directrice artistique. Au studio, elle a 4-5 stylistes. Nous avons également un service pierre qui est chargé d'acheter les pierres qui seront serties. Nous avons également des personnes qui sont chargées du suivi des commandes qu'elles lancent. Hein. Le développement également, c'est-à-dire qu'on fait le suivi de toutes les phases de développement et de fabrication dans les ateliers. Donc oui, c'est un travail de longue haleine. Je crois que c'est intéressant de le dire par rapport à la couture, où les délais sont toujours assez courts. Pour faire une collection de haute joaillerie, par exemple, nous devons anticiper parce que ça prend entre 1 an et 18 mois avant de lancer une collection. Oui, c'est justement, on avait une question de Mathéo qui nous demandait un peu quelle était ta semaine type. Et ce qu'on échangeait quand on préparait justement ce live, c'est que tu me disais qu'il n'y avait pas forcément une semaine type, c'est plutôt une année type. Hein, c'est ça dans le cadre de effectivement. En fait, on doit travailler par anticipation. Très souvent, il arrive que lors du lancement d'une collection, on est déjà en train de développer les 2 suivantes. Donc, quelquefois, d'ailleurs, on perd pied, on ne se souvient plus de ce qu'on avait fabriqué par le passé. Oui, non, il n'y a pas de semaine type. Il y a effectivement des rendez-vous pour des validations quand l'atelier vient nous présenter les différentes phases de sa fabrication. Donc, il faut les faire valider sur le plan technique, sur le plan esthétique et avec des points de contrôle. Donc, ça, c'est très important. D'ailleurs, je voudrais insister là-dessus, c'est que si la joaillerie française est si réputée, c'est que en fait, on y prend énormément soin. C'est un petit peu comme la haute couture, si vous voulez. Il y a ce que vous voyez, mais ce que vous ne voyez pas. Hein. Et une grande partie du temps passé sur une pièce de joaillerie a été utilisée pour ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire, en fait, toutes les finitions qui sont peut-être derrière la pièce, vous voyez. D'ailleurs, un joaillier, quand il regarde la pièce d'un confrère, assez rapidement, il va retourner la pièce pour voir comment elle a été fabriquée et comment elle a été finie. Elle est derrière le rideau. Oui. On voit qu'il y a pas mal d'étapes de processus. Alors, effectivement, oui, il y a beaucoup d'étapes parce qu'il y a l'étape de la conception qui peut prendre entre 4 et 6 mois. Quand la collection est validée, que les dessins sont faits, que les modelages sont également... les modelages servent à avoir une idée en 3 dimensions du dessin. Et puis, quand les pierres sont achetées, à ce moment-là, on peut donner ce travail à l'atelier. Alors, évidemment, il y a une sélection d'ateliers. Tous les ateliers ne font pas exactement les mêmes types de bijoux. Hein. Et puis, l'atelier, il va partir de ce qu'on lui donne pour commencer à mettre en forme, alors soit avec de la cire, soit avec ce qu'on appelle la plastine, c'est une espèce de pâte à modeler. Et au fur et à mesure de l'avancement de son travail, eh bien, il va valider. Et puis, il y a une étape majeure, c'est quand la pièce passe de la cire, par exemple, au métal. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que la pièce qui va être en métal, il n'y aura plus beaucoup de modifications qui seront faites parce que, évidemment, le métal est précieux. Hein. Donc, alors, le métal doit être, alors généralement, ce sont avec des éléments qui sont, des différents éléments qui sont montés les uns avec les autres, qui sont ce qu'on appelle réparés, c'est-à-dire en fait nettoyés avec beaucoup de soin. On a préparé également le logement des pierres, c'est pour préparer le travail du sertisseur. Hein. Et puis,
encore une phase de validation. Et à ce moment-là, la pièce part au serti, c'est-à-dire elle va chez le sertisseur qui va sertir les pierres dans les emplacements qui auront été préparés par le joaillier. Du coup, c'est ça, au sein de l'atelier et de la phase de fabrication. En fait, on a plusieurs métiers. On a déjà l'étape du moule, l'étape de la création du bijou, donc, et ensuite la phase de sertissage. C'est bien ça? Bien sûr. Et du coup, on a Lorenzo justement qui nous demande quels sont les principaux outils que vont utiliser les joailliers à ces étapes de production en atelier. Eh ben, j'ai dit tout à l'heure que c'était un métier qui n'avait rien de révolutionnaire parce que finalement, il utilise les mêmes outils que dans l'Antiquité. C'est-à-dire, il y a en fait, il y a la scie. Enfin, c'est pas une scie comme une scie pour couper du bois, mais une scie très fine pour couper le métal ou couper la cire. Il y a le feu, c'est-à-dire avec le chalumeau pour souder et assembler les pièces. Et il y a également la lime pour comment dirais-je, faire les finitions. Donc, ce sont des outils qui sont traditionnels. Bien entendu, il y a des outils, comment dirais-je, plus modernes, mais qui sont simplement une évolution moderne d'outils existants. Et puis, chaque ouvrier joaillier, chaque sertisseur a également ses propres outils. Hein. Voilà. Mais pour revenir à la question qui était posée, en fait, c'est vrai que ça, c'est très important. C'est un métier de... on se passe une pièce d'un savoir-faire à un autre. Hein, mais tous ces savoir-faire doivent travailler ensemble. Hein. Donc, il y a effectivement le créateur, le designer, le styliste, qui va passer la pièce à faire réaliser par le maquettiste. Le maquettiste est un ouvrier joaillier qui, a priori, est un des meilleurs de l'atelier pour arriver au meilleur rendu. Et puis, il y a les joailliers donc, qui sont là pour travailler sur les pièces, les nettoyer en quelque sorte, les assembler, les souder. Ces pièces sont passées après au sertisseur qui va sertir les pièces. Et entre-temps, on aura fait appel au polisseur ou à la polisseuse qui va faire un pré-poli pour que la pièce soit... elle va polir les endroits qui n'auront pas pu être atteints une fois la pièce terminée. Et puis, il y a le lapidaire, le diamantaire qui vont tailler les pierres, qui vont les ajuster. Donc, tout ça, et à la pièce, et il y a également les personnes qui vont faire les contrôles à différents stades. La pièce étant terminée, il y a un dernier comment dirais-je, un dernier phase de polissage, de finition, et la pièce à ce moment-là, elle brille, elle est dans son état qui pourra permettre de l'envoyer en boutique. Et du coup, Philippe, toutes ces pièces dont on parle depuis tout à l'heure, qui passent différentes étapes de production, c'est une question notamment de Valentine et Esther. Est-ce que ces pièces sont uniquement dédiées aux femmes ou tu fais aussi des pièces pour les hommes? Et peut-être une petite question complémentaire du Collège Gaston Flamand dans la lignée, c'est aussi combien de modèles en fait tu as pu créer tout au long de ta carrière? Est-ce que tu as tenu le fil? Alors, les bijoux, en fait, la parure, c'est que ce soit les hommes ou les femmes, on aime tous mettre des bijoux. Alors après, il est certain que les pièces de joaillerie sont plutôt destinées aux femmes, hein, mais les hommes portent également des alliances, des bagues, des bracelets, des boutons de manchette, des porte-clés, enfin c'est assez vaste. Hein. Et savoir combien j'ai vu, combien on a lancé de pièces depuis que je fais ce métier, je suis incapable de vous le dire. Il y en a beaucoup trop. et du coup, dans ces pièces, est-ce qu'il y a eu des pièces ratées, entre guillemets, où la production a été finalement un petit peu compliquée? Merci, tu m'ôtes le mot de la bouche. Alors, oui, il y a des collections qui viennent plus facilement que d'autres, mais ratées, non, parce que en fait, tout est une question de préparation et de temps. Étant donné qu'il y a des périodes de validation, si, par exemple, quand le directeur artistique se sent dans une impasse, elle va mettre le dessin de côté, elle va en faire un autre. Si, par exemple, le dessin qui est
le modèle qui est en cours de développement à l'atelier et que l'ouvrier joaillier dit, attendez, là, vous m'avez fait, vous voulez que je vous fasse comme ça, mais vous voyez, là, je ne peux pas parce que pour une raison technique ou une autre, ah ben, on va faire différemment. Vous voyez, c'est un métier où on ne jette jamais rien à la poubelle, si c'est la question que vous me posez. Hein, voilà. Mais il arrive. De mettre des choses à la poubelle. on peut se rattraper. Voilà, mais il arrive des accidents parce que quelquefois, par exemple, le produit d'une fonte à cire perdue peut être pas réussi. Donc à ce moment-là, ben, on refond le métal. Vous voyez, on peut aussi abîmer une pierre. On peut casser un diamant pendant le sertissage. Donc voilà, mais ça, ce sont les aléas. Et généralement, quand les ateliers nous font un devis et nous donnent un délai, on les invite surtout à prévoir tous ces aléas parce que on sait de toutes les façons que. Alors il y a une règle dans le métier, enfin que c'est peut-être moi qui l'ai inventé, que vous donniez un délai de 6 mois ou que vous donniez un délai de 18 mois, le joaillier va toujours livrer à la dernière minute. D'accord, c'est bon à savoir. Et on a justement une autre question d'Océane qui demande si vous faites de la publicité. Et c'est vrai que, bah voilà, une fois que la pièce est finie, qu'elle sort de l'atelier, il reste en fait encore des étapes avant que la pièce de joaillerie se retrouve autour de nos cous, par exemple. Bien sûr, vous connaissez l'adage savoir-faire et faire savoir. Hein. Donc, si vous voulez, quand nous travaillons dans ces maisons, nous faisons des collections, que ce soit d'ailleurs pour la couture, la maroquinerie, voilà. Il est très important, quand on fait un lancement, de mettre tous les moyens de notre côté. Hein. Donc, c'est effectivement un gros investissement. C'est pour ça aussi que quand le lancement est décidé, que la date de présentation est décidée, il faut que les pièces soient en boutique. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de stress, évidemment, avant la livraison. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'environnement produit. C'est-à-dire que la pièce, quand elle est livrée chez nous, elle doit être, on doit imaginer son écrin. On doit imaginer également ce qu'on appelle en anglais le storytelling, c'est-à-dire en fait, quelle est l'histoire de cette collection? Pourquoi telle ou telle pièce? Et quels sont également les pierres? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les pierres précieuses qui ont coûté cher? Qu'est-ce qu'on peut dire sur leur rareté, leur beauté, etc. Donc il y a tout un travail qui est fait par un service, le service marketing, qui va faire également, par le passé on faisait des catalogues, aujourd'hui maintenant c'est sur des tablettes, etc. Et tout ça doit être, avant d'être présenté au client final, doit être enseigné auprès des boutiques, des vendeurs, pour que quand ils reçoivent la collection, ils puissent en parler en connaissance de cause. Hein. Donc il y a tout un travail qui prend beaucoup de temps et quelquefois ça peut prendre 2-3 mois avant la date de lancement, de préparation. Et tout au long de la fabrication également, ces gens du marketing veulent savoir aussi quelles sont les étapes de fabrication, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des innovations dont on peut parler, vous voyez. Voilà. Et puis, il y a effectivement aussi les médias, c'est-à-dire on fait de la publicité. Alors, la publicité, ce n'est pas uniquement la publicité dans un magazine, maintenant c'est la publicité sur les réseaux sociaux. Si vous voulez regarder Dior Joaillerie, vous allez voir sur tous les réseaux sociaux les collections qui sortent. Voilà. Et puis, même les influenceuses. Vous voyez, aujourd'hui, tous les vecteurs sont bons pour en faire la publicité. On renouvelle les méthodes de communication. Voilà. Et il y a une étape de la production qu'on n'a pas encore traitée au final, et on a une question de Lorenzo à ce sujet, c'est justement comment on sélectionne les pierres précieuses qui sont utilisées et où est-ce qu'on les trouve? Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez de temps pour vous raconter ça, mais… En quelques mots, effectivement. Alors, écoutez, les pierres précieuses, en fait, c'est très simple. La nature ne donne que ce qu'elle produit. Hein. Donc, la nature, elle peut être avare ou prolixe. Hein. Alors, ce qui fait qu'une pierre précieuse est chère, c'est qu'elle est rare et c'est qu'elle a également sa beauté intrinsèque. Hein. Donc, alors, où est-ce qu'on les trouve?
Alors, tout dépend du type, de la nature des pierres. Alors, le diamant, par exemple, on en trouve en Afrique du Sud, au Canada, dans les territoires du Nord-Ouest. On en trouve également en Russie, en Sibérie. Mais il y a eu plusieurs gisements qui se sont, comment dirais-je, qui ont été exploités et qui ont été, comment dirais-je, Paris, où il y a en quelque sorte. Si vous allez voir les bijoux de la couronne au Louvre, à la galerie d'Apollon, vous verrez les diamants qui ont été, qui ont été minés, qui ont été extraits d'une mine qui s'appelle la mine de Golconde en Inde au XVIIIe siècle. Hein. Mais Golconde est épuisé. Après, on a découvert des diamants au Brésil. Et après, au début du 19e, au début du 20e, fin 19e plutôt, on a découvert les fameux diamants de l'Afrique du Sud. Et vous voyez, enfin, à chaque fois, donc, on découvre de nouveaux gisements. Et quelquefois, les gisements s'épuisent. Pour ce qui concerne les pierres de couleur, c'est beaucoup plus diversifié parce qu'il y a des natures très différentes. Les familles de pierres de couleur sont beaucoup plus nombreuses que le diamant, évidemment. On en trouve un petit peu partout. Et souvent, l'Asie du Sud-Est, comment dirais-je, Sri Lanka, on trouve également en Afrique plutôt dans les pays de l'Afrique de l'Est, Brésil, Colombie, et voilà, enfin beaucoup de pays différents. Très bien. Et on a plusieurs questions sur ton parcours justement et sur les études qu'il faut faire en fait pour travailler dans la joaillerie. Donc, je te propose justement que tu nous expliques un peu toi comment tu es arrivé à travailler chez Dior sur ce sujet-là. Oui, parce que justement, on voit que tu as des connaissances sur vraiment l'histoire et la maison. Donc, du coup, on est assez curieux pour savoir d'où viennent toutes ces connaissances et justement quel parcours il faut avoir. Bien, alors moi, je n'ai pas un parcours, enfin si, j'ai un parcours classique, mais moi, je suis rentré par hasard dans ce métier, mais j'ai toujours été un petit peu, je n'ai jamais eu une formation pratique. Il faut distinguer dans ce métier ceux qui sont à l'atelier, à l'établi, et ceux qui font la gestion, ceux qui conduisent le développement et la fabrication. Hein. Donc moi, je suis toujours resté à côté de l'atelier. Pour ce qui concerne les pierres, j'ai fait des études de gémologie. La gémologie, c'est pas une science tellement, c'est un art. C'est ce qui permet de distinguer les pierres naturelles des pierres qui ne le sont pas, et également d'identifier les différentes natures de pierres. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit votre métier, votre fonction, c'est un métier qui s'apprend par transmission. Donc, vous êtes toujours, vous apprenez toujours par les gens qui vous précèdent. Hein. C'est un métier de transmission. Pour ce qui concerne les métiers dits manuels, qui sont très nobles d'ailleurs, parce qu'en France, l'ouvrier joaillier, il est un peu dans une espèce d'aristocratie, hein, c'est pas comme dans d'autres pays. Eh bien, ça s'apprend dans les écoles. Hein. Alors, on a la chance en France d'avoir une longue tradition d'enseignement de la bijouterie-joaillerie, hein, où on apprend donc la joaillerie, on apprend le dessin, la joaillerie, le sertissage, le polissage, la gémologie également. Donc, je crois que j'ai envoyé à Gwendoline la liste des établissements en France, il y en a à peu près 9, hein, qui ont, voilà, donc vous pouvez, je vous recommande pour les jeunes qui sont intéressés d'aller sur les sites de ces maisons, de ces lycées ou de ces écoles, qui feront très certainement des portes ouvertes. Et là, vous rencontrerez les gens du métier qui vous expliqueront, et des anciens élèves qui vous expliqueront comment ça se passe. Tout à fait. Et on a mis justement le document dans les documents. Vous pouvez retrouver la liste de ces 9 écoles, donc écoles ou lycées professionnels qui proposent ces formations. Et donc, alors, c'est un métier, généralement,
dans certaines écoles, il y a une espèce de test pour savoir si vous êtes, si vous avez les aptitudes pour faire ce métier. Des tests qui sont simples, mais qui révèlent tout de suite si vous avez les cerveaux qui se connectent parfaitement bien, si vous voyez. Et donc, c'est un métier où vous pouvez grandir. C'est un métier où les salaires sont quand même assez conséquents, même par rapport à des jeunes qui ont fait des études dans des écoles de commerce, vous voyez. Donc, les très bons, généralement, sont recherchés et peuvent faire une très, très belle carrière. D'autant plus que vous travaillez sur des bijoux qui sont quand même extraordinaires, dessinés par des directeurs artistiques, des grandes maisons. Ces pièces, vous les voyez après partir à l'international, puisque notre joaillerie française, elle est vendue partout dans le monde par les grandes marques. Hein. Faites le tour de la place Vendôme et vous les verrez, toutes ces pièces-là. Voilà. Et justement, Philippe, tu as introduit 2 questions. Une par Mathéo qui aimerait savoir, justement, tu nous as parlé de tests à faire avant de rentrer dans ces écoles. Donc, selon toi, quelles sont les compétences à avoir pour rejoindre en fait ce milieu-là? Et une autre question, justement, tu as parlé du salaire de Lune et Valentine. Quelles sont les fourchettes que tu pourrais nous donner pour salaire de joaillier, peut-être débutant, par exemple? Alors, les compétences, je dirais que les tests, ce sont des tests, par exemple, sur une pièce de laiton, on tire un trait et on vous donne une scie et il faut essayer de scier dans la direction du trait, vous voyez. Alors, ça paraît simple, mais il y a des jeunes qui sont gauchers, qui ont 2 mains gauches, vous voyez. D'autres qui vont y arriver très bien. Donc, c'est un métier. Oui, c'est peut-être concentration alors, du coup, peut-être concentration et patience. Oui, c'est un métier où il faut effectivement, c'est un métier où il faut être très concentré, très méticuleux, patient, et un très bon joaillier également, quand il peut travailler un peu plus vite que les autres, eh bien, généralement, il est remarqué tout de suite par son patron. Mais vous savez, en fait, le test, quand un jeune à la sortie de l'école se présente dans un atelier, le patron en 5 minutes sur un test très simple, il sait à qui il a affaire. Hein. Voilà. Alors également, il faut avoir le sens du volume, hein, parce que il doit passer d'un dessin 2D, un plan, à quelque chose qu'il doit imaginer en 3 dimensions. Donc ça veut dire que la géométrie, etc. Mais ça, on apprend ça à l'école. Hein. On apprend à l'école, voilà, on apprend le dessin aussi, le dessin gouaché. Donc, il y a des jeunes qui sont plus ou moins doués. Hein. Mais on a besoin un peu de tous les talents. Hein, voilà. Alors, la fourchette de prix, alors ça, c'est un peu difficile à vous dire parce que je ne suis pas, je ne peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est qu'un très bon joaillier sortant de l'école et après 10 ans d'expérience, généralement, il a un très bon salaire. Mais ça, il faudrait peut-être se renseigner auprès des chambres syndicales, vous voyez. Très bien. Et puis, du coup, peut-être sur l'ONICEP aussi, si vous cherchez joaillier, oui. On a souvent une fourchette, donc n'hésitez pas à le faire. Et Philippe, par rapport à ton parcours que tu as pu nous expliquer, donc tu nous dis justement que tu es arrivé par hasard dans ce milieu-là. On a une question aussi de Lorenzo qui rejoint pourquoi avoir fait ce métier et pas un autre? Est-ce que tu avais un rêve d'enfant, un autre rêve de métier ou finalement pas du tout? C'était vraiment ton premier choix que tu voulais faire ça. Vous savez, je suis d'une génération où les jeunes étaient moins stressés qu'ils ne sont aujourd'hui. C'était peut-être l'époque qui était plus facile et quand on avait son bac, on ne savait vraiment pas quoi faire. Hein. C'est pas comme aujourd'hui et heureusement d'ailleurs les choses ont changé. Donc moi j'étais plutôt littéraire et puis comme par hasard peut-être par atavisme familial, eh ben, j'ai commencé des études de médecine que j'ai arrêtées au bout de 2 ans. D'accord. Et puis, j'ai découvert ce métier vraiment par hasard en faisant un job d'été. Et à la fin de ce job d'été, j'ai travaillé chez un diamantaire. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne veux pas rester? On a du travail, etc. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai tout appris. En fait, je n'ai fait que, dans ma carrière,
ma longue carrière, si je puis dire, je n'ai fait que trois employeurs. J'ai travaillé chez ce diamantaire qui faisait aussi des bagues de fiançailles. Après, j'ai travaillé pendant 14 ans chez Hermès, où j'ai dirigé aussi cette activité bijouterie-joaillerie. Et donc, après, chez Christian Dior. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce côté, en fait, multiplier les expériences, parce qu'en fait, tu es tombé dans la joaillerie grâce à un job d'été. C'est passionnant. Voilà. Au final, ça peut faire mais pareil je dirais, voilà, mais ce qu'il y a, c'est que, vous savez, comme pour tout, je crois que vous pouvez un petit peu papillonner à droite à gauche, mais il y a un moment où vous êtes accroché par quelque chose. Moi, quand j'ai vu ce métier, les pierres précieuses, les diamants, etc., tout de suite, ça m'a plu. Et tout de suite, j'ai eu envie de continuer. Donc, j'ai entrepris des études, comme je vous ai dit, de gémologie, etc. Et voilà, j'ai continué. Le métier m'a toujours passionné. Voilà. Et ce qui est très important, je pense, à dire aux jeunes, c'est être curieux, sortir un petit peu de leur univers, peut-être leur univers scolaire, leur univers familial. On a la chance en France d'être un pays où la culture est très abordable. Je veux dire, en ce moment, évidemment, tout est fermé, mais enfin, ceux qui vivent à Paris, Paris est extrêmement riche, mais c'est également vrai pour les grandes villes. Hein. Tout est à portée de main et c'est pas si cher que ça. Il faut être curieux, il faut en avoir envie. Je dis pas que ça se mérite, mais il faut faire le premier pas et les choses viennent après facilement. Et au final, maintenant, on a aussi plein d'expositions qui sont disponibles en ligne. Donc, même quand on est bien sûr, dans une grande ville, on peut avoir accès à ces expositions, même des expositions de musées new-yorkais, par exemple. Ouais. Je vais faire la publicité d'une exposition qui, malheureusement, a été fermée. Elle a lieu au Muséum d'histoire naturelle à Paris, Jardin des Plantes, qui s'appelle Pierres précieuses. C'est une exposition extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui apprend ce que l'on a pu faire à partir des pierres brutes que l'on a trouvées dans la nature. Plus également, donc ça a été une exposition qui a été financée par la maison Van Cleef et Arpels, mais également en association avec la richesse qu'il y a des collections du Muséum d'histoire naturelle. Donc je recommande, dès que ça va réouvrir, n'hésitez pas à aller voir cette exposition, elle est vraiment extraordinaire. Super, merci pour ton conseil, Philippe. Quand ça réouvre, on ira. C'est ça. Il faut. Et du coup, peut-être une dernière petite question avant qu'on se laisse. C'est Valentine et Esther qui nous demandaient quelles étaient les contraintes du métier. Et c'est vrai que quand on avait abordé un peu les idées reçues sur les métiers de la joaillerie, tu m'avais dit qu'on ne pouvait avoir l'impression que c'était des métiers salissants dans les ateliers. Est-ce que c'est vrai? Alors moi, j'ai connu une époque, quand j'ai commencé à travailler, où effectivement, dans les ateliers, il y avait des hommes, et les femmes étaient un petit peu, comment dirais-je, chahutées quand elles mettaient le pied dans l'atelier. Les ateliers étaient dans un état proche, quelquefois, de ce qu'on pouvait imaginer au XIXe siècle. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est absolument révolu. Un jeune qui sort de l'école ne mettrait plus le pied dans ce type d'atelier. Donc aujourd'hui, les ateliers sont... enfin, les ouvriers joailliers, et sertisseurs, etc., travaillent dans de très très bonnes conditions, ce qui est très important d'ailleurs. Et les ateliers sont modernes, les ateliers sont... oui. Donc voilà, et puis ça s'est extrêmement féminisé. C'est super. Et aujourd'hui, dans certaines écoles, il y a pratiquement 90% de jeunes filles qui apprennent le métier. Alors, on est passé d'un métier de garçon à un métier qui est en train de se féminiser, ce qui est bien. Il ne faut pas non plus que ce soit un métier uniquement, exclusivement féminin. Je pense que la balance est toujours favorable parce que garçons et filles, on travaille d'une main différente, ce que disent les chefs d'atelier. Donc, c'est bien d'avoir les deux. Voilà. Ça, c'est les contraintes. Salissant, ça l'est, mais pas plus que d'autres métiers. Il faut savoir, c'est pas un métier, comment dirais-je,
aussi salissant que quelqu'un qui est dans une usine pour faire du fraisage, du tournage, etc. Hein. Et puis, toutes les protections sont mises pour que les gens travaillent dans de très bonnes conditions. Non, ce n'est pas un métier salissant, on ne peut pas dire. Super, merci beaucoup. Et puis, juste pour aborder rapidement, vu que c'est écrit les longues études, effectivement, tu l'as bien dit, en fait, dès le lycée professionnel, on peut rejoindre la joaillerie. Donc oui, bien sûr. C'est fait pour tout le monde. À tous les niveaux. Oui, je pense que quand on a, d'ailleurs, on voit beaucoup de jeunes qui ont abandonné l'idée d'aller passer un bac, parce que finalement, ils avaient toujours envie de faire ce métier. C'est un métier, on dirait, c'est la petite métallurgie en fait, mais sur des choses extrêmement méticuleuses, des choses... et c'est surtout magnifique de pouvoir travailler pour l'image d'une maison. Voilà, non, c'est vraiment un métier très riche, très riche et très enrichissant. Tu nous as donné envie, en tout cas, d'en savoir plus. Et j'espère qu'on aura beaucoup d'élèves qui iront, du coup, aux portes ouvertes des 9 écoles que tu nous as recommandées et qui sont disponibles dans les documents. Mais je peux témoigner également. Je suis désolée, en fait, on est arrivé au bout de nos 45 minutes. On aura envie de continuer encore longtemps. On pourra peut-être te faire remonter les questions qui nous restent pour pouvoir... Oui, volontiers. Super. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Philippe, pour ton temps. Merci beaucoup pour la super présentation et la richesse de ce que tu nous as proposé ce matin. Au revoir, mes filles. Au revoir. Merci beaucoup. Yann, au revoir, Gwénoline. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis ce matin. On va se retrouver dans 25 minutes maintenant pour échanger avec Julien Genibel. On va passer sur un tout autre métier, vu qu'on va parler mécanique aéronautique. Et puis championnat olympique. À tout de suite.